Bonjour, on se retrouve pour ce nouveau mini-circulaire consacré à la commande publique consacrée au réemploi. Vous savez qu'on a relancé les mini-circulaires depuis le début d'année, qu'on va continuer à la fin d'année, mais entre-temps, on aura une pause de 2 mois parce qu'on a bien besoin de se reposer. Et aujourd'hui, on accueille Patrick Bernard qui vient nous parler de, de commande publique. Et je te laisse te présenter, puis on va enchaîner directement. Donc bonjour, je suis Patrick Bernard, je travaille au sein de l'association Cinétique et je suis coordinateur sur le volet technique du projet Waste to Build dont je vais vous parler et de notre expérience sur l'économie circulaire et les achats publics. Voilà, tout simplement, pendant un petit quart d'heure et puis après on puisse échanger autour de questions, de remarques, de commentaires pour en savoir plus. Donc je vais essayer d'être bref pour tenir le temps imparti. Voilà, en quelques mots. Je me propose je vais partager l'écran. Excusez-moi. Hop. Normalement, vous devez bien voir l'écran, si tout va bien. Je ne vous vois plus, mais voilà. Donc, je vais faire un tour d'expérience autour du projet Wise to Build. C'est un projet européen qu'on conduit avec Toulouse Métropole. Alors, Cinétique, c'est une association, loi 1901, qui pilote les achats publics durables, vient d'incuber d'ailleurs le réseau RESOC, qui est l'équivalent de 3AR, et qui travaille dans l'économie circulaire dans le BTP depuis 2020. Voilà, tout simplement. Et association qui a qui a une grosse dizaine d'années d'expérience derrière elle. On a incubé de nombreux projets sur le territoire, sur d'autres thématiques. Je vous invite à aller voir notre site internet et connaître un peu les opérations dans l'agriculture urbaine, dans l'alimentaire ou encore dans les tiers-lieux nourriciers, donc différents projets. Et en 2020, on s'est consacré au BTP avec un premier chantier exemplaire qui était la déconstruction d'un parc des expos sur Toulouse, qui s'appelle le parc des expositions de l'île du Ramier, qui a fait l'objet d'une déconstruction. Et ça avait bien marché. Tout le monde était satisfait. La mairie de Toulouse, monsieur le maire, France 2, France 3, etc. Tous les intervenants étaient satisfaits de ce projet où on a récupéré 98% des ressources. Et du coup, on nous a demandé, ensemble avec la métropole, on a candidaté à un projet européen. Un projet européen qui dure 5 ans, qui a démarré en 2021, qui finit en 2026. Vous voyez là toute l'équipe coordinatrice. Et on a mobilisé aussi d'autres partenaires que vous connaissez, notamment le CSTB, donc sur tout ce qui est qualification des matériaux, difficultés assurantielles, la Fédération française du bâtiment sur le volet entreprise, TBS qui est une école de commerce qui nous aide également sur les modèles économiques, et l'INEC pour la diffusion de nos pratiques. Donc on a lancé un gros projet européen avec un cofinancement de la moitié par l'Europe, qui a pour objectif de massifier la démarche. On avait lancé un chantier phare, ça s'était bien passé, et l'idée c'était qu'on démultiplie cette démarche avec des objectifs de résultats clairs. C'est que 80% des marchés publics qui se déroulent sur le territoire de Toulouse Métropole intègrent un critère économie circulaire et que ça génère une nouvelle filière en fait sur le territoire. L'objectif, c'est 360 emplois créés à partir de 2026 sur le territoire. Donc un projet de structurer le territoire et de massifier la démarche. Donc je parle d'économie circulaire puisque je parle de réemploi et je parlerai également de gestion des déchets. Voilà, d'optimiser la gestion des déchets dans une logique de hiérarchie de traitement de la pyramide de gestion des déchets. Donc un programme d'action large avec des objectifs larges, avec une multitude d'actions. Alors évidemment, la consigne qui m'a été donnée aujourd'hui avec David ne va pas nous permettre de tout aborder, tout le programme. Je vais zoomer sur les achats, sur le volet closier. On a, côté cinétique, on pilote les actions de gauche, donc tout ce qui est expérimentation et modélisation, massification et fédérer les acteurs, et Toulouse Métropole finance les outils et la communication du dispositif. Donc, il y a tout un tas d'acteurs associés, des partenaires européens, les villes de Saragosse, d'Oslo, Düsseldorf, des acteurs techniques comme la IOC, l'Association des ingénieurs, d'autres parties prenantes lors des architectes. Donc, une multitude d'acteurs. Côté cinétique, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est autour des expérimentations, donc des chantiers exemplaires qu'on a conduits. On est en train de modéliser, en fait, ce qu'on conduit sur 58 chantiers, donc on a vraiment voulu massifier. Et de l'autre côté, on a inscrit les acheteurs publics et privés, puisqu'on est ouvert aux acheteurs privés. On les a fédérés autour d'une charte. On a travaillé autour d'une charte technique, une charte pragmatique. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des engagements concrets et réels, et qu'on soit bien dans le réel autour de cette charte. Et la métropole, de son côté, a financé notamment la plateforme numérique,
mais également avec d'autres acteurs, des formations autour de ce sujet, et avec notre homologue ici d'ODIS, avec Envirobat Occitanie, qui est un acteur clé du projet également, avec qui on travaille sur ce guichet territorial. Donc voilà, on fait vraiment binôme Cinétique Envirobat autour de ce guichet. Et la communication, donc, on a créé une tiny house 100% réemploi, que je vous invite à venir voir dans différents événements. Il y a des formations auprès des scolaires, il y a des territoires partenaires. On conduit notamment un chantier sur Strasbourg, qui est la rénovation du stade de la Méno. Et donc, on transfère nos outils sur d'autres territoires. Et aujourd'hui, ce webinaire, c'est aussi l'occasion pour nous de disséminer un petit peu ce qu'on fait modestement, de vous faire un petit retour sur ce qu'on a produit ensemble. C'est une démarche de territoire, puisqu'aujourd'hui, on a 31 signataires de cette charte, donc j'évoquais, avec des acteurs très larges, des opérateurs, des maîtres d'ouvrage privés, des aménageurs, des bailleurs sociaux, la région Occitanie. Voilà, donc un périmètre assez large de signature de cette charte. Charte, comme je vous le disais, qui est opérationnelle, puisque cette charte, elle impose aux acheteurs qui la signent d'avoir une opération exemplaire dans le projet, donc de s'engager dans le projet ensemble sur ces 58 chantiers, de faire réaliser des diagnostics PEMD, non pas des 1000 m² comme l'impose la loi, mais des 200 m², et également d'utiliser une plateforme numérique, de prescrire la plateforme numérique en demandant l'attestation de visite aux entreprises. Donc, on prescrit cette plateforme de manière forte dans nos marchés publics. Donc, généraliser les diagnostics, une opération exemplaire et généraliser l'usage de la plateforme, c'est les premiers engagements de cette charte dont on va faire le bilan là en octobre, puisqu'on sera aux 2 ans de la charte, pour voir comment elle a pu être mise en œuvre et comment on peut aller plus loin dans ces engagements généraux. Je vous en ai parlé, je viens de vous en parler. On a mis en place, vous pouvez aller voir le site, une plateforme numérique, donc une plateforme avec vraiment une mission de service public. C'est Toulouse Métropole, donc il y en est l'administrateur et nous sommes l'administrateur fonctionnel côté Cinétique. On a une personne dans notre équipe qui est chargée d'administrer cette plateforme, de faire circuler les ressources, donner de la visibilité. Donc, contrairement à d'autres plateformes, on est vraiment sur une plateforme territoriale de mission de service public. Ce n'est pas une marketplace, il n'y a pas de taxation des transactions. C'est vraiment donner de la visibilité sur les futurs chantiers, les futurs projets et les futures ressources. Donc, c'est une plateforme de territoire qui est appuyée par Radificaré, qui nous aide sur le développement de cette plateforme en mode SaaS et qui permet de mettre en lien les acteurs et qui marche plutôt bien, puisqu'on a aujourd'hui plus de 800 fiches matériaux, des milliers de matériaux disponibles et ouvertes aux professionnels uniquement. Et un outil qui est en émergence et qui fonctionne bien. Parallèlement à ça, donc je vous l'ai dit, on a conduit 58 chantiers. Donc, on est en train de conduire ces 58 chantiers de toute taille, des chantiers qui vont de 50 000 € à 100 millions d'euros, qui vont de l'urbain, des quartiers prioritaires en partant par le plus rural, en aménagement de l'ancien, en rénovation, en aménagement urbain, en aménagement donc type travaux publics, des cours d'école, une diversité de projets, avec des projets structurants pour le territoire aussi qui ont intégré la démarche. Voilà. Vous pouvez découvrir aussi l'entièreté de ces projets sur le site d'Envirobat qui a fait une cartographie de tous les chantiers conduits en Occitanie. La majorité de nos chantiers là sont sur Toulouse Métropole. On a quelques territoires partenaires, notamment le Grand Albigeois, où on conduit 2 chantiers. Et on conduit ces chantiers dans une mission de facilitateur économie circulaire. Donc, ça veut dire qu'on va accompagner les chantiers de A à Z, c'est-à-dire du programme jusqu'au bilan final. Donc, on n'est pas dans une mission type AMO classique, puisque le but, c'est de faire des boucles avec les chantiers. Donc, on conduit la même mission dans ce rôle de guichet territorial. On accompagne la démarche du chantier, mais on la met surtout en relation avec les autres chantiers. Donc, c'est vraiment ça qui est spécifique. Et après, on produit un bilan et je vais vous montrer ce qu'on produit. Et on passe par un step intermédiaire qui est l'intégration de l'économie circulaire dans les prescriptions des marchés publics. C'est sur ça la commande qu'on m'a faite aujourd'hui. Vous avez zoomé un petit peu sur l'intégration de l'économie circulaire dans les prescriptions. Donc, si je décline un peu notre accompagnement, cette facilitation, elle se fait en 9 étapes, ce que je viens de vous décrire. Accompagner la rédaction des marchés de diagnostic PEMD jusqu'au bilan environnemental, emploi et économique, en passant par tout le suivi sur chantier, l'analyse des offres, la rédaction, la phase d'enquête. Vous voyez un peu l'exhaustivité de nos accompagnements des chantiers exemplaires. Je vous ai mis un exemple, c'est le premier. Je me suis simplifié. J'ai pris le premier chantier qu'on avait terminé, c'était la réfection d'une toiture pour le conseil régional, le lycée Bellevue à Toulouse. Donc, quelques éléments contextuels. On a 2 objectifs sur ce projet, c'est important de le retenir. C'est valoriser 85% de la matière en termes de déchets, en termes de tonnage.
Donc, ça, c'est l'objectif recyclage. Et un objectif de réemployer 5% de matériaux dans les projets neufs. C'est-à-dire que pour tout projet neuf, on impose à la maîtrise d'ouvrage, aux maîtrises d'œuvre, aux entreprises de travaux, d'intégrer 5% de matériaux neufs. Et on a déjà clôturé certains chantiers qui ont pu atteindre cet objectif pour le moment. Là, ici, c'était un chantier de déconstruction, de rénovation, visait l'objectif de 85% des déchets. Et on a travaillé sur le bac acier. Donc, on a rédigé les marchés, on a analysé les travaux, suivi le chantier, fait le bilan. Donc, on a repris cet accompagnement qu'on a appliqué sur ce chantier avec une prescription précise de la dépose, des modes de traitement, de transport des déchets. Et ça nous a donné des résultats en termes de valorisation matière. On a valorisé près de 90% de la matière. Et on a réemployé, j'ai fait un zoom sur le bac acier, on a réemployé plus de 2000 m² de bac acier. Sa valeur en recyclage, c'est 80 centimes du mètre carré. On s'en sert, si les recycleurs, les ferrailleurs récupèrent la matière. À neuf, ça vaut 12 à 18 euros et on a fait une boucle économique gagnante à hauteur de 6 euros du mètre carré. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est notre programme, il vise à massifier. Pour massifier, il n'y a qu'une recette. Il faut que le modèle économique soit rentable. Donc, on ne réemploie des matériaux que lorsqu'on a un modèle économique, un modèle microéconomique gagnant. Donc, on ne va pas tout démonter dans un bâtiment pour le stocker et le jeter à la benne dans 2 ans. On cherche des acquéreurs, on fonctionne à l'envers, on cherche des acquéreurs, on vérifie les modèles économiques. Si les modèles économiques sont bons, on fait déposer, on fait la boucle et on valorise les gains effectués ou l'ISO-coût à minima, l'ISO-coût trouvé. Puisque sur le réemploi, on va être sur des matériaux qui ont entaché une partie de leur cycle de vie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des matériaux moins chers que le neuf. De la même façon, sur les projets neufs, lorsqu'on réemploie des matériaux de réemploi, on va acheter des matériaux de réemploi qui sont moins chers que le neuf. Donc, on a vraiment cet objectif de modélisation et donc de modèle économique gagnant. Donc là, sur l'exemple des 4000 m² de bac acier, 80% ont pu être employés et on voit qu'ils ont été, là sur un toit sur la gauche, on voit un bac acier qui avait été grêlé. Donc on voit que ce toit était très abîmé. On a pu, dans l'urgence en plus, le réemploi, ça facilite ça aussi. C'est des stocks immédiatement disponibles. Faire réparer ce toit, on en a utilisé en clôture de chantier et c'est en train d'être reposé aussi sur un autre lycée agricole avec une boucle économique assez facile puisque on dépose, on paletise, on filme et ça repart sur chantier. Dans chacun de nos chantiers, on fait un bilan aussi du nombre d'heures que ça a généré, d'heures supplémentaires qui ont été créées grâce à l'économie circulaire. Et après, on produit des bilans de ce type, des bilans avec des modèles économiques. On voit que la région, quel maître d'ouvrage, a pu gagner 2000 euros jusqu'à des acquéreurs qui ont pu gagner un peu plus. Et on fait une analyse économique du réemploi sur l'ensemble des postes avec une transparence sur l'ensemble des coûts. Et on produit des bilans comme ça, de ce type, là que vous voyez, tripartite, volet environnemental, volet réemploi, volet économique. Avec les externalités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a gagné en CO2, qu'est-ce qu'on a gagné en termes d'emploi. Évidemment, sur le volet environnemental, qui est le gros du tableau, on va travailler sur le tonnage qui a été évité, combien on a pu éviter de déchets, l'impact CO2 qui a pu être économisé, apportant des fiches VDES. On fait ces calculs d'impact CO2 et on génère ces bilans pour les 58 chantiers qu'on accompagne. Donc là, aujourd'hui, il y a près d'une dizaine de bilans qui sont en ligne sur le site de Toulouse Métropole que vous pouvez consulter avec des résultats divers et variés, puisqu'on expérimente, on modélise ensemble. Et à chaque fois, on fait des retours aussi d'expérience sur le volet économique, sur le volet marché public, pour dire un peu ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. J'en viens un peu au zoom que je voulais faire aujourd'hui. Je vous ai présenté très rapidement le projet Waste to Build, la plateforme numérique, les chantiers exemplaires, un exemple de bilan. Je voulais vous parler notamment des problématiques de prescription et des leviers achats. Bon, bien sûr, vous pourrez m'interroger sur tout le projet européen, il n'y a pas de souci. Mais je voulais vous parler de la gestion de l'incertitude, en fait, qui est le sujet principal en termes de prescription. Moi, je suis juriste de formation, j'anime une équipe autour de ces sujets-là, une équipe technique sur le BTP, ce qui nous pose beaucoup de difficultés, mais on a des réponses. C'est la gestion de l'incertitude à tous les niveaux. Au niveau technique, des fois la dépose est compliquée, des fois c'est pas faisable, des fois on rencontre des problèmes en termes d'assurance, des fois on n'a pas de lieu de stockage. On rencontre des difficultés techniques fortes sur ces chantiers-là, notamment lorsqu'il y a un bâtiment existant. Sur le neuf, on en rencontre un petit peu moins. Sur la repose, sur la qualification des matériaux, on peut en trouver également sur le neuf, ce genre de difficultés techniques, et des difficultés de fiabilité économique. Vérifier que les acquéreurs vont bien acheter, vérifier que le modèle économique, comme je l'ai présenté tout à l'heure, est gagnant. Donc, on a un filtre, un tamis.
et assurer tous les transferts de propriété entre les parties prenantes. Et donc tout ça, évidemment, tous ces sujets d'incertitude, toutes ces incertitudes par rapport à l'économie linéaire nous posent évidemment question. Puisque on parle de réemploi, que le réemploi a toujours eu lieu. Oui, le réemploi a toujours eu lieu, mais à une époque où l'acte de construire était bien moins normatif. Et donc, du coup, face à toutes ces normes, toutes ces complexités, on essaie, on crée, on invente, on teste, on se trompe, on fait des erreurs, mais on essaie de trouver des leviers achats pour répondre à ces différentes incertitudes. J'ai essayé de vous les lister, parce qu'il y a autant de réponses que de problèmes. Hein. En fait, à chaque chantier, c'est réponses, donc c'est vraiment du sur-mesure. On a créé des allotissements dédiés à l'économie circulaire. On a créé un lot, notamment, économie circulaire, avec dépôts soignés, gestion des déchets, approvisionnement en matériaux. Donc, sur le chantier du Hall 9 à Toulouse. Donc, un lot assez innovant, hein, qui n'avait pas été, en tout cas, qu'on n'avait nulle part croisé ailleurs. Plus classiquement, on fait des lots de dépôts soignés avec des modèles économiques de lots de dépôts soignés et de revente par les entreprises. On fait des lots d'acquisition en réemploi, notamment pour les marchés neufs. On fait également, je ne l'ai pas mis sur la slide, des lots dépose-repose. Donc ça, c'est assez original avec des conventions dépose-repose. C'est le même maître d'ouvrage qui vient déposer et reposer le matériau chez un autre maître d'ouvrage pour assurer un modèle économique gagnant. Donc on crée, on essaie d'inventer. Ce qu'on doit retenir peut-être, c'est la nécessité de prix mixtes. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire d'avoir des BPU en plus des marchés forfaitaires pour pouvoir compléter la demande en fonction des résultats des enquêtes techniques et économiques. Donc ça, c'est un sujet très important, les prix mixtes. On opère aussi par variante, même si ça ne lève pas toute l'incertitude, hein, l'incertitude d'exécution, mais ça lève des incertitudes d'enquête avec des variantes à neuf ou des variantes en réemploi. De la même façon, on travaille sur des outils de transfert de propriété. Alors, le sujet est assez complexe en fonction de la nature juridique. Est-ce que l'acquéreur est un acquéreur public? Est-ce que c'est une collectivité, un établissement public? Est-ce que c'est l'État? Quelles sont les différentes parties prenantes en termes d'acquisition et donc acquéreur et vendeur? Donc, ça change convention de dons aux associations. Est-ce qu'elles sont reconnues d'intérêt général ou pas? Donc, voilà, on essaie de travailler sur des transferts de propriété qui sont assurés, hein, et voilà, en bonne et due forme. Dans les leviers achats, on met des objectifs de résultats parfois sur l'opération, parfois sur chacun des lots, des objectifs de moyens pour certaines opérations. Donc, on varie les plaisirs en fonction des pertinences et de la faisabilité. On introduit également des critères d'économie circulaire. Et voilà, on a une vingtaine de maquettes, hein, donc c'est vrai que c'est très difficile à vous présenter tout ça en quelques minutes. Puisqu'on a non pas un closé type, mais plutôt des dizaines. Et puis, systématiquement, on prescrit l'utilisation de la plateforme numérique avec une attestation de visite de cette plateforme dans les marchés pour faire tourner la plateforme et lui assurer du trafic et de la visibilité autour des matériaux. Donc, on a essayé voilà, de donner des réponses face à cette gestion d'incertitude qui apparaît comme étant le cœur du sujet. J'en ai fini dans les temps à peu près cette présentation. Désolé si c'était rapide, mais c'est le format qui le veut. Et voilà, je me tiens disponible pour répondre à toutes vos questions. Bah, c'était absolument parfait. Ça a été d'une synthèse rare, en tout cas. Ça a été très bien. Moi, j'ai plein de questions, mais on va voir déjà si les personnes présentes en ont. Voilà. J'ai pas vu de questions dans le chat, donc en gros, bah, Julien, du coup, tu peux la poser directement si tu veux. Oui, bonjour. Bonjour David, bonjour Patrick. Tu peux te Euh, présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? oui, moi je suis Julien Jean, je suis de l'entreprise En Réemploi et je fais de l'ingénierie de réemploi pour faciliter justement l'usage du réemploi auprès des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. Et j'avais une question concernant ce que tu viens de dire sur le lot acquisition, de savoir comment tu orchestrais ça. C'est le maître d'ouvrage qui se fait un lot pour acheter les matériaux directement ou c'est des C'est ça, entreprises à part? c'est le schéma. Je ne sais pas si tu connais le schéma, la Halle des Colombelles, le projet qui a été fait sur la Halle des Colombelles, qui est un projet Non. phare hein, en réemploi. Tu pourras regarder ce retour d'expérience-là. En fait, parce qu'il est fini, lui, le leur, alors que le nôtre, il ne fait que commencer. En fait, c'est le schéma où tu désignes une entreprise qui va s'occuper du sourcing, repérer des matériaux en réemploi, proposer des matériaux en réemploi. Donc, ça se fait, c'est notamment peut être pertinent sur des rénovations où il y a à la fois des matériaux in situ, mais la nécessité d'aller chercher des matériaux ex situ.
Et c'est là que c'est intéressant. Et ça veut dire que ce n'est pas les entreprises qui, une à une, vont aller chercher, sourcer des matériaux en réemploi avec des objectifs, puisqu'elles sont des fois peu compétentes pour aller chercher ces matériaux en réemploi. C'est centraliser la phase de sourcing et de gestion des stocks in situ. Donc, c'est des lots réemploi avec soit il y a de la dépose ou pas, mais s'il n'y a pas de dépose, c'est un lot qui se limite à l'acquisition des matériaux. C'est un lot qui va fournir tous les autres lots, en fait, et qui va faire le sourcing pour tous les autres lots. Ok, il agit comme fournisseur, c'est pas du tout le maître d'ouvrage qui achète lui-même. Il passe commande à une entreprise. Ouais, alors c'est l'entreprise qui est payée par le maître d'ouvrage pour acquérir les matériaux. Mais en fait, oui, c'est le maître d'ouvrage qui acquiert, mais par le biais d'un tiers qui va chercher ces matériaux, les trouver, les reconditionner parfois et les mettre à disposition des autres lots. Ok. Donc, ils ont une mission un peu plus large que simplement l'acquisition. Ça dépend en fait. Est-ce qu'il y a du stockage à faire? Est-ce qu'il y a du conditionnement, de la transformation? Mais en tout cas, le périmètre de leur prestation, c'est d'alimenter les autres lots avec des matériaux caractérisés, assurés. Oui, ça facilite pour que les futurs entrepreneurs aient juste à utiliser les matériaux comme s'ils avaient du neuf, quoi. Exactement. Ça Voilà, marche. c'est une des Et, possibilités. Hein. Ça ne s'applique pas Ok. partout. Voilà, il faut que le marché, enfin l'opération s'y prête. et pour faire ce montage juridique, en fait, est-ce qu'il y a par exemple, les entreprises, est-ce qu'il y a des assureurs en fait, qui ont donné leur avis, en fait, qui ont dit, bah, nous, ça nous va, le transfert de propriété, il est à tel endroit. Comment ça s'est passé pour ça? Vous avez travaillé ensemble avec l'écosystème des bureaux de contrôle, assureurs, Alors déjà, services achats? il y a un prérequis déjà, c'est de donner une mission réemploi économie circulaire au bureau de contrôle. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde nous dit oui, les bureaux de contrôle, ils ne sont pas d'accord. Ben, le problème, c'est que les bureaux de contrôle, personne ne les paye. Donc, si tu ne suis pas payé pour faire du réemploi et que tu penses que tu es sur un projet classique, il faut que tout le monde soit payé. Il faut que la maîtrise d'œuvre soit payée. Il faut que les bureaux de contrôle soient payés. Il faut que les personnes qui cherchent les matériaux soient payées. En fait, il faut que c'est de la valeur. Il faut que le matériau ait une valeur et il faut qu'à tout moment, toute cette ingénierie, tout le monde soit bien rétribué au titre de l'ingénierie nécessaire. Donc, si les bureaux de contrôle ont des missions, ils seront sélectionnés aussi de leur façon, de leur appétence à travailler sur le sujet. Le marché de bureau de contrôle, c'est aussi un marché public, donc, ou un marché privé, mais en tout cas, c'est une contractualisation. Et donc, le bureau de contrôle, il faut le désigner dans le sens où il soit quand même friand de ces démarches. Et du coup, c'est un premier tri. Si on met des prestations définies au bureau de contrôle, avec voilà, les visas, etc., enfin, tout le marché de bureau de contrôle, il faut prescrire des missions dédiées. Une fois qu'on a fait ça, de la même façon, il faut demander à l'entreprise qui vient répondre à ce lot, par exemple l'acquisition de fournitures, qu'elle ait fait l'objet d'un dialogue avec son assureur en vue de ce marché. Et donc, il faut préciser exactement quelles sont les assurances demandées. Donc, voilà. Après, il ne faut pas se confondre. Hein. On ne va pas demander de décennale. Hein. Le décennal n'est que sur les prestations. Donc, sur les matériaux, ça va être des biennales assez classiques qui peuvent être obtenus auprès des assureurs en expliquant la nature des matériaux, la caractérisation des matériaux. Après, il y a deux cas de figure. Soit, tout est complexe, soit on est dans le cas de filières émergentes ou soit on est dans le cas de filières matures, c'est-à-dire industrialisées. Donc, ce n'est pas du tout la même chose si vous achetez des matériaux chez Schneider Circular qui appose sa garantie pendant 2 ans. Ben, l'assureur n'aura aucune difficulté. Si vous récupérez des bouts de chevron par-ci par-là et que vous les remettez en état, il va falloir avoir un vrai dialogue avec son assureur, peut-être nécessiter des ATEX, etc. Donc, en fait, ça va dépendre de la nature des matériaux et de l'origine des matériaux. Soit c'est des filières matures, soit on est sur des matériaux qui doivent faire l'objet d'une certification parce qu'ils ne sont pas issus d'une filière mature. Bah, justement, en fait, dans ta commande publique, est-ce que ça t'arrive en fait de faire cette distinction-là, en fait, de dire finalement, on se met dans le cas en fait de recherche de matériaux locaux, donc en gros hétérogènes, sur lesquels il y a besoin de caractérisation, ou finalement, lorsque tu as des objectifs, c'était une de mes questions, c'était sur la question des objectifs qu'il y a en termes de commande publique, c'est des objectifs qui sont des objectifs quantitatifs, voilà, comment ça se passe, la question des objectifs? C'est un grand, comment dire, c'est Alors, un grand tout. on démarre, hein, on date de 2021, hein, Ouais. Après, on est- l'exemple que tu as donné là était un exemple très particulier. C'est-à-dire que là, on te dit, j'ai un truc, je veux faire du réemploi sur ce truc-là. Mais Notre philosophie, enfin notre façon de faire en tout cas, c'est on fait feu de tout bois. Donc ça veut dire qu'on prend des filières matures, on prend des filières qui viennent du territoire. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous les acteurs sur le territoire toulousain ou occitan. Il y a des matériaux qui sont retraités ailleurs en France. Si je prends l'exemple, par exemple, du sol souple, hein, par exemple, les dalles de moquette,
Bon, bah, aujourd'hui, les structures, elles sont basées à Paris. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que les dalles de moquette, aujourd'hui, elles viennent des Pays-Bas ou d'Angleterre, hein, quand elles sont neuves. Donc, il ne faut pas se stresser. Ce n'est pas parce que c'est du réemploi qui viennent plus loin, avec Oracle, tout à fait, David, que, donc, si tu veux, on fait feu de tout bois. Si je n'ai pas d'acteur en local qui me propose des dalles de moquette, eh bien, on va aller les chercher à Paris. En fait, on ne se pose pas trop de questions. On assemble en fait toutes les démarches, on fait des enquêtes et on essaie de faire, bien sûr, par cercle concentrique, hein, évidemment, en toute logique environnementale. Mais lorsqu'on n'a pas d'acteur, on écarte. Au niveau des objectifs, c'est 5% des matériaux de réemploi parmi le volume financier des matériaux. Ça correspond à 2,5% du budget travaux. En gros, 50 travaux, 50 fournitures, je fais simple. Donc, sur un chantier qui fait une somme dédiée, tu as 2,5% de matériaux qui doivent être des 2,5% du budget qui sont assis. Donc, on a décidé de le faire au niveau financier pour donner vraiment une valeur aux matériaux. La masse, ça va traiter plutôt de la valorisation des matières en termes de recyclage et de déchets. Mais on voulait vraiment sortir du raisonnement tonnage parce qu'en plus, on peut très vite falsifier des bilans en prenant du béton recyclé issu de démolition et se retrouver avec 80% de réemploi sur un projet. Donc, en valeur financière, on ne se trompe pas. Et on est bien dans le modèle économique qui est le nôtre. Donc, on est bien inscrit dans la réalité économique de notre univers. C'est archi intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai plein, mais j'imagine qu'il y a d'autres questions. On va laisser de la place aux collègues. Faites gaffe, je vais pas poser ma prochaine question, hein. Euh, c'est hyper intéressant quand tu dis que les objectifs sont au niveau financier. Est-ce que quand c'est en masse, effectivement, on a tendance à prendre des inertes, des choses comme ça, c'est exactement ce que... Et donc, est-ce que finalement, le fait de mettre un pourcentage financier, ça te fait commencer à envisager des matériaux de réemploi pas classiques? Par exemple, moi, un des sujets qui me tient pas mal à cœur, c'est les équipements techniques. Et est-ce que grâce à ça, en fait, tu vois débouler en fait des filières dont on a un peu moins l'habitude avec cet axe-là? Tout à fait. Tout à fait. Tu vas aller chercher quand même des matériaux qui ont de la valeur. Donc, les équipements actifs, ça en fait partie. On a des boucles qui ont été faites sur certains équipements actifs, notamment des climatiseurs. Là, on est sur une grosse boucle là, mais qui nécessite quand même un travail assurantiel et de caractérisation. Mais on a les fiches techniques, c'est des climatiseurs qui ont moins de 2 ans. En fait, tout dépend en fait, des gisements dont tu disposes sur ton territoire. Tu as beau mettre des objectifs, si tu n'as pas de gisement sur ton territoire, si tu n'as pas de plateforme numérique, si tu n'as pas de plateforme physique, si tu n'as pas de visibilité des matériaux, tu vas avoir du mal à atteindre les objectifs. En fait, il faut avoir les gisements. Et ça, c'est très important parce que si tu te retrouves en difficulté de gisement, forcément, tu n'atteins pas les objectifs. Donc, ça marche aussi beaucoup par opportunité. Par exemple, il y a une préfecture qui va être déconstruite sur un territoire. Là, ils récupèrent 250 panneaux LED, carrés LED, qui ont 3 ans. On a récupéré toutes les fiches techniques. En fait, il faut réagir en fonction des gisements disponibles. C'est pour ça que la plateforme numérique, elle a tout son rôle aussi. Ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit au niveau de la prescription. Si tu crois que juste en prescrivant quelque chose, tu vas faire des boucles. Tu vas faire des boucles si tu as les outils aussi pour faire les boucles. C'est-à-dire des matériaux, une plateforme. Il faut tout en fait pour faire une boucle. En tout cas, notre expérience, c'est celle-là. Ce n'est pas pour autant simple pour autant, parce que des fois, on a des filtres techniques ou des filtres assurantiels qui font qu'on ne peut pas faire les boucles. Donc, parfois, on a des difficultés économiques qui font que ce n'est pas rentable et donc, du coup, on ne fait pas la boucle. Donc, on se met plein de filtres et on arrive quand même à atteindre les objectifs parce qu'on fait feu de tout bois. Ce que tu es en train de dire, c'est que l'animation territoriale, d'aller chercher en fait ces gisements, c'est hyper important, quoi, en fait. En fait, moi, je ne crois pas aux AMO, économie circulaire, chantier par chantier. Je ne pense pas que ça fonctionne à terme. Je sais qu'on fait des beaux projets, on peut faire des très beaux projets, et il y a des très beaux projets, j'en ai cité un tout à l'heure. Il y a eu des très beaux projets en France qui ont été faits sur un chantier. Mais pour massifier la démarche, je ne pense pas que sans animation territoriale, on puisse faire des beaux projets. Si tu as un chantier neuf, par exemple, il y a un maître d'œuvre qui m'a appelé il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, qui me dit: oui, je suis sur un territoire un peu perdu là, j'ai une école, ils m'ont demandé de faire du réemploi sur un terrain vierge. Mais il n'a pas de matériaux autour de lui, il ne sait pas où aller chercher les ressources, il ne connaît pas les dates des autres chantiers, il est seul en fait, ça sort du métier de maîtrise d'œuvre. En fait, c'est là où c'est plus qu'une AMO. Une AMO, ça va être sur un chantier. Là, moi, je pense qu'il y a une notion de facilitateur territorial. Nous, c'est ce qu'on revendique. Nous, sur nos chantiers, il y a des AMO réemploi, en plus de notre intervention. Notre job, ce n'est pas l'intégration architecturale. Notre job, c'est l'enquête économique, l'enquête technique, le transfert de propriété, les boucles avec le territoire, la visibilité sur la plateforme. Pour tout ce qui est de l'intégration architecturale, les architectes savent très bien faire avec des AMO qui sont dédiés pour ça. Et c'est un autre métier.
nous, en tout cas, ce que nous faisons, c'est un autre métier. Ouais, super intéressant, la notion d'animation territoriale. J'ai l'impression qu'Antonia a envie de poser une question, en tout cas, elle écrit quelque chose. J'en profite le temps de voir ce qui se passe. Tu parlais en fait de filières ou de boucles matures. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes de boucles matures qu'on peut activer assez facilement? Oh, tu peux activer des dalles de faux plancher, tu peux activer la peinture en recyclé avec couleur, tu peux activer les WC, tout ce qui est WC sanitaire. Après, je ne veux pas citer qu'un seul acteur à chaque fois, mais tu Oui, as Chorus, tu as différents acteurs qui sont présents également sur ça. Tu as d'accord. deux, trois filières là, qui sont en train de se mettre en place sur les menuiseries aussi, En avec la réemploi? En Ouais, réemploi? ça commence à se déployer en réemploi. Donc, on a une plateforme là, qui arrive sur Toulouse, où il y aura une partie en réemploi. Alors, ça vient plutôt de Ah, la REP et du démantèlement des fenêtres au départ. mais Mais c'est du coup, intéressant. Hmm. voilà, mais il y a encore des difficultés assurantielles, donc elle n'est pas tout à fait finalisée, cette filière menuiserie. Après, il y en a beaucoup. Il y a l'électricité, je t'en ai parlé. Il y a les deux plus gros fournisseurs d'électricité qui proposent des éléments en réemploi. D'accord. Tu as cité Oracle. Euh, Pour les moquettes, oui. Hmm. en tête, hein, mais on les a tous référencés sur, je vais vous mettre un lien sur le site d'Envirobat Occitanie. On Ouais, a référencé aussi l'externe à l'Occitanie également. oui, Et on a aussi Opalis qui référence pas mal de filières. ok. Opalis.eu. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Donc, Antonia, elle avait des problèmes de connexion, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai peut-être une dernière, le cas échéant, s'il n'y a pas de questions. Et ça fait un lien avec ce que tu viens de dire. En fait, c'est sur justement les outils, là. C'est très riche, en fait, ce que vous êtes en train de produire. Et on est un certain nombre, je pense que Julien également, c'est le cas, à avoir envie d'avoir accès à des outils du type des trames juridiques, des choses comme ça. Et vu que là, par exemple, sur cette trame-là, tu dis, bah tiens, dans ce cas-là, on a fait, comment dire, en termes de commandes, on a travaillé sur le montant des travaux et pas sur ces choses-là, où on a travaillé sur déconstruction et repose, etc., etc. Est-ce qu'à un moment donné, certaines trames seront mises à disposition ou au moins des modèles? Ah, Euh, mais tout, on est dans un projet européen, donc tout va être mis à disposition. ouais, Aujourd'hui, on a une nécessité d'être plus pédagogique on va dire qu'on a rassemblé tous les closiers qu'on avait, on a plus de 450 pages, donc on a un problème de transfert, en fait, si tu veux, de cette propriété. Donc, on est en train de travailler, voir comment on fait des fiches techniques, comment on simplifie les closiers, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un chantier, on innove, on expérimente, on teste. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les chantiers soient terminés pour vraiment être sûr de ce qu'on a produit. On ne veut pas commencer à disséminer des outils qui ne marchent pas ou qui ont été contre-productifs. On n'a pas tout réussi dans tous nos tests. On teste des choses. Donc, tous les bilans sont mis à disposition. On a déjà proposé des fiches techniques du CSTB avec le CSTB qu'on a mis en ligne. On a quand même pas mal d'outils sur le site de Toulouse Métropole que vous avez en dernière slide de mon support. Vous allez pouvoir télécharger pas mal de choses. Et c'est à cet endroit-là que vous aurez à chaque fois notre production. Nous, notre objectif, c'est d'avoir des outils de dissémination qui sont clairs et simples à mettre en œuvre. Et c'est vrai que voilà, notre but, c'est de nourrir les maîtrises d'ouvrage. Alors, bien sûr, tous les acteurs comme Julien vont pouvoir s'en saisir aussi, mais c'est d'avoir quelque chose qui puisse être pris en main par les maîtres d'ouvrage. Si ça peut être pris en main que par des spécialistes, c'est un peu délicat de mettre en ligne ça. Après, tout le closier, puis nous, dans le partage, il ne faut pas hésiter à nous contacter, nous poser des questions, revenir vers nous, on est une association. Nous, notre but, c'est vraiment que tout soit en open source. On a plus une difficulté à transférer ça. Du coup, on va produire des closiers. On est sur la production de 32 fiches, là notamment. Bon, voilà, on est en train de voir comment on peut le partager au plus grand nombre de manière simple et efficace et commenter et critiquer avec le retour d'expérience. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne, mais qui ont été faiblement expérimentées ou peu expérimentées et qui ne nous amèneraient pas forcément au bon endroit. c'est super. Et est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi? Parce que nous, sur notre territoire, il y a pas mal d'expérimentations aussi, un peu d'ampleur pour certaines, qui peuvent éventuellement être utiles en fait à d'autres. Est-ce que finalement, vous récupérez éventuellement des retours d'expérience d'autres territoires pour les mettre à disposition? Ou est-ce que Alors, vous êtes posé la question? on a fait des fiches sur les territoires. On a fait 10 Ouais, fiches de territoire pour savoir qu'est-ce qui se faisait sur chaque territoire au début du projet en 2022. Donc, c'est pas trop ouais. vieux. C'est intéressant. Avec l'INEC, vous avez 10 fiches sur qu'est-ce qui se passe à Lyon, à Lille, à Bordeaux. Voilà, il y a des fiches qui ont été faites sur les territoires.
Et après, on ne récupère pas directement de retour d'expérience des autres. Ok. Par contre, on est très preneur. Il y a quelques territoires qui m'ont contacté, qui nous ont demandé s'ils pouvaient utiliser notre Canva de bilan. Non pas qu'on veut faire standard, hein, on s'en moque, mais du coup, c'était surtout pour pouvoir échanger plus facilement sur les retours d'expérience. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, nous, ce qu'on produit, je peux vous montrer un exemple là, du dernier bilan qui va sortir dans peu de temps. Ben, en fait, les bilans qu'on produit, c'est ce type de bilan aussi côté maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien voir se répéter sur les retours d'expérience, parce qu'aujourd'hui, on a des retours d'expérience qui ont des formats différents. Du coup, on a du mal, nous, à capitaliser sur le volet prescription. Et là, on voit, là, ce qui a marché, c'est que bon, on a appuyé sur la phase diagnostique, on a anticipé la dépose soignée, on a acculturation des acteurs. Par contre, on n'a pas assez anticipé la contractualisation amont des missions de maîtrise d'œuvre, voilà, sur ce chantier-là. Donc, on a amélioré. On n'avait pas optimisé les délais de rendu du bilan parce qu'on n'avait pas formé les acteurs au tableau de suivi, de bilan final. Enfin, vous voyez, à chaque fois, à chaque chantier, ça, c'était un bilan qui est terminé et qui date un tout petit peu. Et du coup, à chaque fois, on s'améliore. Ces axes d'amélioration, on essaie d'avoir les moins nombreux possibles, on va dire, et d'être perfectible, quoi. Bon, Donc, en tout cas, ce super. type de format nous irait bien, en fait, en tout cas, Bon, au-delà des chiffres. très Parce que bien, les très bien. chiffres de bilan de tonnage, de matériaux de remploi, ça nous intéresse, mais c'est surtout le qualitatif qui nous intéresse. Qu'est-ce qui Ouais. s'est bien passé, moins bien passé sur les chantiers que vous conduisez? Et si vous voulez utiliser notre trame, c'est avec grand plaisir qu'on en transmettra le format pour avoir quelque chose de mutualisable, en fait. Tout cas, hyper intéressant. Nous, on est en train de travailler aussi à faire d'autres retours d'expérience sur des opérations. Notamment, là, il y a nos grosses opérations là, sur Poitiers, sur lesquelles on souhaite faire un retour d'expérience sur la partie conception et commande publique, où il y a déjà beaucoup de choses à dire. Et après, quand il y aura les travaux, ça sera encore autre chose. Et donc, ce sera très intéressant. Ça me permet de faire le lien pour la suite. Donc, en gros, comme je vous le précisais, euh, précédemment, les midis circulaires continuent. La prochaine date, ça sera tout début septembre avec le 2 septembre, où on va faire un retour sur la démarche qu'adresse en Nouvelle-Aquitaine, sur la structuration, tu parlais d'animation territoriale, sur la structuration du réemploi en Nouvelle-Aquitaine, donc ce qui s'est passé cette année et les perspectives pour l'année prochaine. Et les prochaines dates seront le 7 octobre, le 4 novembre et le 2 décembre. Voilà, et on va essayer de travailler sur un certain nombre de territoires. La démarche des midis circulaires, je ne l'avais pas précisé, est animée à la fois par 3AR et également ODIS. Et je tiens à remercier Mathilde Billet, qui était aussi en contact avec toi la dernière fois, qui avait relancé cette démarche du côté d'ODIS. Et donc voilà, on lui fait un petit coucou à ce moment-là et on lui souhaite bon vent. Et voilà, c'est l'occasion de vous dire au revoir et à très bientôt. Et peut-être pour certains, bonnes vacances. Voilà. Et je coupe l'enregistrement.